Donc, on va prendre 2 petites minutes pour présenter Jean Sinotte. Ça me fait vraiment plaisir, au nom de l'art photo à Saint-Jean, qu'on puisse avoir cet entretien-là avec Jean Sinotte. Écoutez, Jean est notre ambassadeur de Québec. C'est également un YouTuber actif, très actif. C'est un excellent photographe spécialisé dans plusieurs disciplines. On va en parler tantôt. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? C'est un bon chum, hein? On peut dire que je suis un bon chum à Jean. Absolument. Et j'en profite pour vous demander si c'est possible à tout le monde, vous pouvez garder les vidéos ouvertes, juste de couper les micros. Si vous avez des questions pour Jean, évidemment, Jean va se faire un plaisir de répondre à vos questions, mais on va vous demander de les adresser via l'outil qui s'appelle Discuter, qui est complètement en bas dans la barre en dessous dans Zoom. Donc, on va vous demander de poser vos questions, en fait, par la barre de discussion. Et Sarah va intervenir par moment pour justement qu'on puisse adresser vos questions. Moi, j'ai toujours plein de questions pour Jean, mais avant, je vais laisser 2 petites minutes à Jean pour qu'il puisse se présenter et dire bonjour à tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Puis, je suis bien heureux, en tout cas, de faire ce petit Zoom-là avec vous tous. Parce que, en plus de ça, bien, je suis client chez L'Art Photo depuis 1989. Donc, ça remonte quand même assez loin. À l'époque où Manon était avec son mari et son frère, les propriétaires de la boutique. Donc, ça remonte quand même à très, très loin. Puis, je suis originaire de Sherbrooke, donc quand même pas tellement loin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, c'était à l'époque le travail qui m'avait apporté dans la région de Saint-Jean. Puis, c'est ça, je fais de la photo là, depuis je suis adolescent, j'ai découvert ça. C'est excellent. C'est drôle parce que la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers la photographie en réalité? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça pour en faire, on peut dire en ce moment, une carrière, là? Bien, qu'est-ce qui m'a emmené? C'est un petit peu qu'est-ce que vous allez voir à l'écran. C'est à l'époque, là, on monte quand même assez loin. On avait des bandes dessinées qui étaient à chaque semaine. Ça s'appelait PIF Gadget. Puis à chaque semaine, il y avait des gadgets qui étaient donnés. Et en 72, j'ai eu ma première caméra qui était un gadget qu'on montait et qu'on accrochait avec des élastiques sur une bobine de film 126. Bref, c'était la façon là, que j'ai commencé à m'intéresser à la photo avec ça. Puis par la suite, bien là, arrivé au secondaire, on avait des cours qui nous étaient donnés optionnels et on avait le cours de photo qui commençait. Et c'était tout nouveau. Donc, à l'époque, je me suis inscrit et vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment la piqûre là, prononcée pour vraiment la photographie. Et j'ai acheté ma première appareil photo chez Haute Distribution Consommateur parce que, bon, à l'époque, j'étais quand même étudiant, je n'avais pas trop de sous. Et d'ailleurs, je l'ai toujours ici aujourd'hui. Donc, j'ai gardé mon vieux appareil. Fonctionne toujours quand même très bien. Puis, c'est ça. Donc, c'est un Argus Cosina à mise au point manuel. Bon, tout le kit. Fait que c'était de cette façon-là, là, j'ai commencé en photographie. Puis, par la suite, j'ai été dans les cadets de la marine. Puis, en 77, je faisais partie des cadets pendant un camp d'été et on était deux, on s'occupait vraiment de la photo pour tout le camp d'été. Et à ce moment-là, je peux vous montrer encore là, ici, un instant, voilà, une photo qui remonte à cette époque-là. Donc, j'étais un petit peu plus maigre, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, puis c'était avec l'appareil que je m'étais acheté suite pour le camp d'été, tout ça. Donc, voilà, c'est de cette façon-là que j'ai commencé vraiment la photo, puis m'a donné vraiment pas mal toutes les facettes là, quand on est jeune et tout ça. Ouais, c'est ça. Je vois que tu avais plus de budget que moi parce que on a commencé avec le même appareil. C'est drôle, le PIF Gadget, là. Moi aussi, j'avais le PIF Gadget.
mais tu avais un peu plus de budget parce que moi, j'ai acheté un Zenith E, ce qui Ben, était... curieusement, il coûtait à peu près le même prix à l'époque. C'est Ouais, juste peut-être. qu'il oui, il y avait eu, mon chum avait un Zénith. Puis, dans le temps, en tout cas, chez nous, c'était une petite boutique qui vendait ça. Mais chez Distribution Consommateur, ils ont eu cet appareil-là pendant peu de temps. Et une connaissance de mon père connaissait, en tout cas, et j'avais pu avoir l'appareil en prêt. Puis, de cette façon-là, là, que j'avais pu l'avoir, là. Puis les camps d'été, ben, étaient payants. Donc, je me ramassais des sous de cette façon-là avec des cadets. C'est, donc, c'est pas d'hier là, que tu fais de la photo. L'expérience, en fait, quand on regarde, si on va juste sur ta page Facebook, qu'on regarde le travail que tu fais, qui est toujours. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier de ta générosité, pas nécessairement juste au nom de leur photo, mais aussi au nom des gens qui suivent dans le fond, qui te suivent, parce que tu as toujours le réflexe de partager tes images, tu es généreux de tes trucs, tu ne caches pas tes trucs, comme beaucoup de photographes, pour toi, on dirait que c'est devenu une seconde nature de partager, en fait. Je me trompe ou c'est pas mal ça? Non, c'est pas mal ça parce que effectivement, c'était ça aussi que j'ai rencontré tout le long de ma carrière comme photographe, si on veut, d'avoir des gens qui ne donnent pas les trucs, donc il faut que tu apprennes par toi-même et à développer tout ça. Puis, et là, je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire rire parce que j'ai travaillé au Centre japonais de la photo en 1985. Et à ce moment-là, ben, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a là, des appareils numériques, on peut faire un paquet de trucages sur Photoshop et tout ça. Et à l'époque, je faisais moi-même mes propres trucages directement sur le film. Puis, et j'avais commencé avec des caches que je me fabriquais moi-même en carton. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. Je vais voir peut-être que la photo, est-ce que vous la voyez, la On la photo? voit très bien. Oui, OK, bon. Donc, ici, cette photo-là, elle, c'est vraiment, là, ça monte à cette époque-là, c'est moi-même 2 fois, autrement dit. Mais j'avais commencé à la développer, là, il y avait les filtres coquins à l'époque qu'on appelait, qui permettaient de faire de La, exposition la sur 2 photos, superposition, ouais, ouais, superposition, voilà. ouais. Puis, bon, ben, bref, j'ai commencé à construire mes propres caches en carton, puis à travailler directement sur le négatif, là, sans bouger le négatif quand Ouais. Ouais, on parce que le vrai défi, en fait, c'était pas de mettre la cache, c'était que le négatif avance pas quand tu Exact, amorces la deuxième image que tu prends là, en c'est ça. superposition. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait peser sur notre petit bouton en arrière, tenir notre roulette, garder le film bien tendu lorsqu'on crinquait. Après ça, est arrivé les caméras un peu plus sophistiquées où on avait un levier qui nous permettait de crinquer sans faire avancer le film. Ça, c'était Effectivement. toute une autre technologie là, à ce moment-là. C'est vraiment intéressant. Je suis content que tu parles de ça, puis que tu racontes aussi ton expérience de jeune homme qui était, dans le fond, à la vente au détail. Donc, ça te permettait de connaître l'équipement, mieux connaître l'équipement. Puis, je suis pas sûr que c'est pas ça qui t'a amené vers ton envie de partager et de partager plus que partager, de présenter, de faire la présentation de produits sur ta chaîne YouTube parce que, on va se le dire, tu as une chaîne YouTube qui fonctionne vraiment super bien, à laquelle je regarde à peu près toutes les vidéos qui passent, puis Dieu sait qu'il y en a des vidéos. Ça veut dire que je ne sais pas combien d'heures par semaine tu mets là-dessus, mais c'est assez impressionnant la quantité d'informations qu'on retrouve sur ta chaîne. Donc, ta chaîne, ça c'est Studio Photomode. Je vais te laisser en Oui, parler. Jean Photomode, puis c'est ça. Fait que c'est ça, donc, la raison pourquoi un petit peu que j'ai commencé cette chaîne-là, c'est parce que, premièrement, il n'existait rien pratiquement en français et encore moins au Québec. Mm. Puis, bon, de démystifier, parce qu'on sait que, bon, moi, un des plus gros produits qui a démocratisé, si on veut, la photo, surtout de portrait pour lequel je m'adonne le plus, ça a été l'avenue des flashs Godox avec les batteries intégrées et aussi les systèmes de communication entre l'appareil et le flash.
Bon, le système Godox était vraiment excellent. Puis en avant-garde, il y avait Profoto qui en font déjà, mais qui coûtent moins. C'est juste après que j'ai acheté mes flashs, les flashs Godox. Puis, c'est ça. Donc, excuse-moi, Jean, oui. je peux demander aux gens de juste couper leur microphone, s'il vous plaît, pour ne pas intervenir pendant qu'on a Jean qui nous raconte des choses. Excuse-moi, Jean, vas-y. Pas de problème, oui. Puis, donc, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avec, bon, tout ça, les produits Godox et tout ça, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien, aucun manuel d'instruction qui se faisait en français, absolument rien. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, commencer à traduire les manuels. On sait déjà que c'est traduit du chinois à l'anglais. On a des manques. Fait que si je reprends ça de l'anglais, donc j'ai décidé de commencer à montrer comment ça fonctionnait tout simplement sur vidéo. Ma première vidéo, elle n'avait rien à voir avec la démonstration de produits ou quoi que ce soit. J'avais vu un site FS Stopper, que ça s'appelle. Oui. Ça existe toujours aujourd'hui. C'est deux jeunes Américains qui ont commencé à faire des capsules vidéo pour montrer comment se passait un shooting photo. Fait que j'ai fait sans connaître la vidéo, sans rien. Aujourd'hui, je regarde ça, c'est tellement comique. Et la vidéo est toujours disponible. C'était ma première vidéo, je crois, en 2009. Puis, bon... oui, c'est en 2010, excusez. Et là, bon, après ça, là, j'ai appris comment filmer, avoir une meilleure résolution et tout ça. Puis, bon, c'est là que j'ai commencé à faire des démonstrations sur des produits, des trucs de même. Puis, je vais surtout, est-ce que je vais plus avec des coups de cœur ou avec aussi qu'est-ce que les gens me demandent, et aussi qu'est-ce qui est accessible pour les gens. Parce que, bon, j'ai une compagnie comme Profoto qui m'a déjà approché de dire, ben, hey, on va te donner tout le stock, puis tu vas nous faire des belles vidéos là-dessus. Mais ça va toucher une niche. Là, quand on parle de 2500 $ rien pour une tête de flash, je ne pas beaucoup de monde, moi le premier, là, qui va pouvoir m'équiper de ça. Donc, les produits Godox, c'était quand même accessible. Puis, tranquillement, je me suis mis à faire des vidéos là-dessus, sur les produits Nikon aussi. Puis la chose qui est le fun, autant avec Nikon qu'avec Godox ou toutes les autres compagnies de qui je parle, jamais que je suis obligé de leur envoyer la vidéo avant et qu'ils me disent quoi dire ou ne pas dire. Même, je sais que des fois, je me suis pas fait des amis chez Nikon avec une vidéo que ça s'appelait à l'époque Réveillez-vous Nikon. Mais je pense que ça a été une bonne chose. C'est avec des fois des commentaires de même qu'on peut avancer. Puis Nikon ont très bien répondu là, par la suite. Là, donc, vraiment, non. Puis c'est la même chose avec leur photo. Je fais des choses avec vous autres, puis je n'ai jamais d'embûche ou quoi que ce soit. C'est la beauté de ça, contrairement à d'autres ambassadeurs ou d'autres porte-parole, appelons ça comme on voudra, qui doivent tout le temps faire des comptes rendus. Effectivement, ce que j'allais ajouter, c'est que jamais on te dit Non. quoi dire et quoi ne pas dire, surtout. C'est le contenu, en fait, de ta chaîne, c'est ton contenu à toi. Puis c'est de ce que moi je vois à toutes les fois où je consulte tes capsules, c'est des opinions honnêtes, c'est tes opinions à toi. Puis s'il y a quelque chose qui est pas bon, tu dis c'est pas si bon. Puis s'il y a quelque chose qui est vraiment bon, tu dis c'est vraiment bon. Évidemment, c'est toujours adapté à ce que toi tu fais, mais ça reste, tout à fait. Ça reste très, tu sais, il n'y a pas de, on sent pas que personne te graisse la patte, là. Non. Puis aussi, la seule chose que je peux dire au point de vue de ma chaîne YouTube par rapport à... Et ça, c'était quelqu'un de la chaîne qui me l'a fait remarquer, même moi, je n'avais pas porté attention à ça. Je suis un des seuls présentement qui répond à 100% des gens qui me parlent dans les commentaires de ma chaîne YouTube. Que ce soit négatif, même il y en a des fois, on le sait comment c'est correct. Ils sont là pour essayer de nous allumer. Mais il y a des façons de répondre, mais je réponds quand même à ces gens-là plutôt que, bon... Et même chose quand il y a, et souvent, vous allez voir là, dans mes commentaires, je vais dire aux gens, ben, on va passer en vidéo pour en discuter parce que ça va être bien plus clair, plutôt que d'écrire pendant une demi-heure, bon, un petit 5 minutes, puis des fois, ça règle le problème que la personne peut avoir. Oui, effectivement. Je sais que tu as une grande affection pour les produits Godox. Puis c'est drôle parce que c'est très contagieux, ton affaire. Nous, de notre côté, on a des gens qui nous disent, ouais, j'ai vu la vidéo de Jean
qui a parlé par exemple, du Ring Flash, le dernier Ring Flash, là, celui qui se branche au AD 200 Pro. Puis il y a quelqu'un qui est venu chercher ça la semaine dernière. Il dit, en consultant la vidéo à Jean, je me suis rendu compte que c'était exactement ça que j'avais besoin. Puis c'est quelque chose qu'on avait en inventaire, fait que ça tombait bien. Mais les produits Godox, pour toi, c'est un peu comme, comment je dirais bien ça? C'est une compagnie chouchou, un peu? Je dirais c'est une compagnie plus une révélation au point de vue de la photo, puis pas juste pour moi. Si moi je suis capable d'avancer là-dedans, puis d'acquérir des choses, ben, je me place les gens qui commencent, parce que souvent, on va commencer ça dans notre sol, dans notre salon, à débuter. Donc, on veut comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis c'est la beauté des produits Godox et surtout le prix. Parce que je me place, tu sais, bon, ça coûte cher aujourd'hui. Puis bon, si je prends exemple un flash Cobra, Nikon, un SB910 à l'époque qui coûtait 600 $, bon, aujourd'hui, on peut avoir le même flash à batterie Godox pour 125 $. Donc, pourquoi j'irais payer plus cher alors que pour le prix d'un Nikon, je vais peut-être pouvoir m'acheter un flash de studio et en plus un petit flash Cobra et marier les deux. Donc, c'est un petit peu ça que j'apporte avec ça. Puis, à un moment donné, j'ai touché aussi les produits Canon. J'ai fait une capsule sur le Canon R6. Puis, bon, j'avais de la demande pour continuer, mais je veux vraiment plus garder au niveau de Nikon parce que je ne veux pas non plus induire les gens en erreur. Je ne suis pas un expert de Canon du tout, donc je me concentre plus sur les produits Nikon. Puis, c'est ça. Donc, puis je fais souvent un peu comme vous avez chez L'Art Photo, là, des documents pour les gens lorsqu'ils passent à des appareils comme le Z9 ou le Z6 II. Bien, des genres de documents pour aider les gens à bien programmer leur appareil, entre autres. Oui, d'ailleurs, ça, c'est très apprécié. Je sais que tu nous envoies à l'occasion les documents que tu as faits, puis c'est des documents qu'on remet, nous, à nos clients. Par exemple, pour le Z9, comment démarrer son Z9 de façon simple, et puis la programmation, tout ça, fait que c'est toujours très apprécié. Dans ton... N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous êtes invité à poser des questions via juste dans la barre en dessous, dans la barre discuter. Vous pouvez adresser votre question par écrit. Ma collègue Sarah va me relayer la question ou va carrément dire la question. Je pense qu'elle n'a pas de micro, Sarah, en ce moment. Oui, elle a un micro. Bon, on lui a pas dit bonjour, mais Sarah est avec nous, Sarah Jeanne-Laure, qui est en fait qui est la fille du frère à Manon, qui était un des propriétaires chez L'Art Photo. Parce que L'Art Photo a changé de propriétaire. C'est resté dans la famille. C'est Julie Clermont, qui est la fille de Paul et de Manon, donc Paul Clermont et Manon Laure, qui, elle, était la fille de Lionel, qui était le fondateur. Et il y a 85 ans cette année. C'est impressionnant quand même. Une carrière pour une boutique aussi longue. On est très, très content de tout ça. Mais là où je voulais aller, c'était parce que tu fais de la photographie, je vois beaucoup de portraits, beaucoup, beaucoup, beaucoup de portraits. D'ailleurs, tantôt, on va parler d'un atelier que tu vas donner en collaboration avec L'Art Photo, justement, dans une des 3 conférences. Mais à part le portrait, je suis convaincu que tu fais d'autres types de photographies. C'est quoi les genres de photos préférés que tu as? Je pense, je me considère plus un artiste qu'un photographe, dans le sens que on est souvent animé par le moment. Donc, la photo de portrait, j'aime le portrait, oui, mais tout ce qui peut être créatif avec vraiment sortir un peu de l'ordinaire. Et ça va être un petit peu la même chose pour le reste. Je peux partir pendant 2-3 mois aller faire de la photo d'oiseaux ou d'animal. Ensuite de ça, aller faire du paysage. Donc, ça va vraiment avec, je dirais, la passion du moment. Puis aussi avec les intérêts, comme par exemple, on attend chez Nikon 200-600 depuis un certain temps. Donc, je sais que lorsque ça va arriver, ben, je vais disparaître du studio. Je vais être vraiment avec cet objectif-là.
Mais c'est ça, c'est que ça va vraiment, vraiment avec l'inspiration de la période dans laquelle que je vis. Je suis rendu grand-parent, donc des fois, ça peut être juste avec les petits-enfants de faire des trucs au niveau de la photo, puis sans nécessairement des photos de famille, mais plus artistiques, noir et blanc, des choses des fois un peu plus dark. Bref, il y a beaucoup, je dirais, c'est beaucoup dépendamment du moment, comment on filme. J'ai l'inspiration, en fait, Oui, là, c'est ça. qui te suit. As-tu commencé tranquillement à contaminer tes petits-enfants dans dans une, dans un élan de photographie, disons? Ouais, ben ici, on ne voit pas le en arrière, j'ai une salle de bain, mais qui était ma salle, ma chambre noire, jusqu'en 2006. Donc, ma fille est avec moi déjà quand elle était très jeune pour développer les films. Aujourd'hui, elle est équipée, elle fait de la photo elle aussi. Puis, les petits-enfants, ben, c'est sûr qu'ils ont des petits appareils numériques, puis bon, on verra, mais ils sont encore très jeunes. Oui, c'est sûr, hein? C'est ça. Puis, en fait, là, tu dis c'est l'inspiration du moment. Y a-tu pareil, y a-tu un type de photographie qui te plaît davantage ou tu les aimes toutes égales? Ben, vraiment, le portrait, pour moi, le portrait créatif que j'appelle, va vraiment, c'est ça qui va m'allumer le plus. C'est-à-dire avoir des concepts. Bon, ça peut être un concept. J'aime pas mal tout ce qui est flash, puis aussi tout ce qui est challengeant. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple ici que j'ai fait l'été passé. Je vais vous l'ouvrir comme ça. Puis, ça. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas peur de me mouiller, comme on dit. Euh, j'ai conçu un système de support pour mon flash pour pas qu'il tombe à l'eau. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien Oui. l'image. Bon, fait que je vais dans l'eau des fois tout habillé, puis bon, pour avoir le bon angle avec le soleil, parce que c'est l'avantage du studio, c'est qu'on décide nous-mêmes de nos éclairages, alors qu'à l'extérieur, ben, on doit aller avec l'heure de la journée qui est le soleil. Donc, c'est à ce moment-là, et ça, ben, tout simplement, c'est une couverte d'urgence que j'ai pris, qu'on a habillé la modèle avec ça, puis bon, on fait des trucs comme ça. C'est vraiment ça qui va m'allumer beaucoup. En- Oui, vas-y. Oui, puis aussi, ben, je vais souvent aussi partir sur d'autres types de photos, comme par exemple ici. Attendez un petit peu. Je peux le partager, voilà. Comme là, ici, c'est un peu plus Hmm. populaire, soit avec des tubes lumineux. Donc, comme on voit là, à gauche en préparation, donc je m'habille complètement foncé. Puis, avec mon téléphone, que je vais déclencher mon appareil sur trépied à distance. Donc, je vais me cacher en arrière de la modèle et c'est moi-même qui fais tout. Personne n'appuie sur le déclencheur. C'est fait avec le téléphone. Puis, bon, je vais jouer avec des jeux de lumière comme ça ici. Fait que tu es 100% autonome quand tu fais ça. Tu choisis, en fait, tu fais des tests de lumière, j'imagine, comme on le fait tout le temps, mais tu n'as pas d'assistant là, quand tu fais Non, ça. non, je suis vraiment tout seul. Je pars vraiment là, tout seul à faire ça. Puis souvent, on se retrouve dans des endroits qu'on va visiter pendant le jour parce que le soir, ça peut être complexe. Donc, c'est vraiment, c'est un autre style qui est vraiment bien le fun aussi à faire. Mais je peux m'en aller comme exemple dans un centre d'achat. Puis ici, on a la chance là, aux Galeries de la Capitale montrer ça, voilà, d'avoir la photo au Hmm. centre en bas qui est le manège. Donc, en, en pleine journée, je peux, bon, je vois ça, je peux partir faire des longues expositions, des trucs de même. Donc, ça peut être, comme je disais, là, ça peut être au niveau du moment ou euh, quelque chose qui m'a attiré l'attention que je vais retourner par la suite là, pour aller photographier. Parce que là, on est loin du portrait, là. On est vraiment Oui, en fait, dans un état de création super intéressant, les longues expositions. C'est pas nécessairement du paysage non plus. C'est vraiment l'état créatif pur. c'est ça, exactement. Puis, comme je vis aux côtés d'un centre de ski, bien, là encore là, quand on a des compétitions, ben, je vais souvent aller participer comme photographe aux compétitions. On a même un des seuls centres au Canada
où on a les sauts pendant l'été, donc ils s'habillent avec le ski, tout ça, et il y a une rampe comme l'hiver, et ils atterrissent dans une piscine. Donc, on peut aller vraiment là, faire des trucs vraiment le fun à aller faire là-bas. Donc, oui, c'est ça, tout va avec le moment et aussi avec les trucs qu'il peut avoir là, à ce moment-là. Et en passant, juste pour ceux qui n'ont pas connu ça, mais des fois que ça pourrait intéresser certains, lorsque j'ai commencé que je le retrouve ici, voilà. C'était les locaux de l'art photo à ce moment-là. Quand j'ai commencé à aller chez l'art photo sur la rue Champlain, là, lorsque j'allais voir Paul et Michel, entre autres, mais non. Donc, c'était juste pour vous un petit. Oui, effectivement, oui. Écoute, moi, j'étais pas client à ce moment-là. Ça fait quelques années, là. Mais oui, effectivement, ça date de la rue Champlain. Effectivement, ça fait Ouais, longtemps. c'est ça. Belle longévité. Puis ça, c'est justement là, au centre de la piscine que je vous parlais. Donc, c'est et on voit, là, ça va très, très vite. Quelqu'un qui veut, par exemple, pratiquer sa photo sportive d'action, je vous le dis, c'est l'endroit. Si vous venez dans la région de Québec, ça ne coûte rien. En plus de ça, vous pouvez vous en aller aux côtés de la piscine. On a un très bel accès. On a des championnats mondiaux à chaque année d'été. Donc, vraiment, là, c'est un endroit souvent que j'emmène les gens pour venir se pratiquer l'use d'autofocus, quel mode d'autofocus je dois prendre, quel type d'entraînement. Donc, c'est vraiment là, des endroits qui sont à découvrir souvent. Parfait. Excellent. Question comme ça, quand tu fais sur ta chaîne, je reviens à ta chaîne YouTube, qu'est-ce qui motive que tu choisisses un produit ou un autre? Parce que là, c'est pas juste des flashs, là. Il y a des objectifs, des appareils photo et autres. Donc, juste qu'est-ce qui motive ton choix pour parler d'un produit plutôt qu'un autre? Puis après ça, on va aller à une question du public. Oui. Bien, c'est souvent, qu'est-ce qui peut rejoindre la masse des gens qui ça peut intéresser? Et aussi, le genre de fiabilité du produit. Parce que, bon, on m'a déjà, même chez Godox, on m'a déjà envoyé ou proposé des trucs. Je lui ai dit, si j'en parle, vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire, parce que c'est vraiment de la cochonnerie, tu sais. Je me cache pas, je le dis, tu sais. Fait que, donc, non, j'essaie de voir qu'est-ce qui va être pratique aussi. Pas juste de dire, bon, ben, on a une belle bebelle et puis on ne s'en sert plus par la suite. Donc, vraiment dire qu'est-ce qu'il y en est, où ça va être utile, puis toujours aussi, en me rejoignant, en partant au départ, parce que bon, si ça ne me rejoint pas non plus, ça va être difficile pour moi d'être à l'aise et que les gens sentent que qu'est-ce que je parle, c'est ça. Je comprends. Sarah, on a une question. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, OK, parfait. J'ai une question qui dit « Bonjour à vous deux. Qu'utilisez-vous comme Airlight? Quel flash? Quel type de modifieur? Quel endroit placer le flash? En avant, en arrière ou sur le côté? » Bon, ben c'est... Question à développement? Non, je dirais que c'est tout le temps la même question qui revient. C'est drôle, mais c'est souvent ça qui revient comme question. La meilleure réponse à tout ça, et je ne le dirai jamais assez, un parapluie, un flash. On commence avec ça, pour moi, et c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Parce que tant qu'on ne comprendra pas comment que ce voyage la lumière, comment qu'elle est modelée, la lumière, comment qu'elle est réfléchie, la lumière, on aura beau travailler avec un paquet de flash en avant, en arrière, ses côtés, ça ne changera rien. Il faut vraiment commencer par voir, comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi notre lumière. Et vous savez, souvent, je vais faire de la photo à l'extérieur avec les gens, puis les gens me trouvent un peu bizarre parce que je ne les regarde pas quand on avance dans le parc, exemple. Je regarde la terre. Où sont mes taches de lumière? Où sont... Et je vous dirais, c'est en portrait, comme n'importe quel autre type de photographie, hein, parce que la photographie, ça le dit, c'est photographie, ça veut dire on écrit avec la lumière. Le but de la photographie, moi, je me pose tout le temps les deux mêmes questions. Quelle est ma quantité de lumière puis ma qualité de lumière?
Donc, je regarde toujours plus une qualité de lumière qu'une quantité de lumière. Exemple, ciel nuageux, hein, on va avoir quand même une bonne quantité de lumière, mais on va avoir les yeux en raton laveur qu'on appelle parce que la qualité n'est pas bonne. Tu as une lumière qui diffuse d'en haut. Donc, on va se mettre un flash pour venir compenser. Alors que si j'ai un ciel ensoleillé, pas de lumière, bien là, à ce moment-là, je vais me mettre en contre-jour, puis je vais profiter de la lumière qui va revenir, qui va baver comme on parle. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est de commencer avec un flash, puis un modeleur. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se monter un petit studio à la maison, j'ai commencé une série de capsules sur comment se monter justement des petits studios à la maison. Et je suis rendu au modeleur, donc je suis en train de finaliser là, cette autre vidéo-là, qu'on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'il y en a exactement. Juste, Jean, oui. peux-tu préciser qu'est-ce que c'est un modeleur pour tout le monde? Ah oui, bon, un parapluie réflecteur ou une boîte à lumière ou un bol de beauté. Ça peut être un réflecteur et comprendre les types, parce que chaque modeleur ou chaque parapluie va diffuser différemment la lumière. Donc, c'est pour ça que, et puis ça s'applique à moi, là, j'ai loin d'être le monopole de la vérité. J'en apprends tous les jours. Comme je dis toujours, la journée, je vais tout penser, tout connaître. J'accroche mes Kodak parce que c'est impossible dans le monde de la photo. Mais prenez le temps avec un flash, un parapluie. Et même moi, là, quand je viens perdu dans mes éclairages, tout ça, je sors un parapluie, un flash. Et souvent, le plus simple, c'est souvent ça. Tu recommences à la base. Toujours. Oui. OK, excellent. Super. Je pense que ça répond à toutes les questions dans la question. Est-ce qu'on avait autre chose, Sarah, pour le moment? C'est bon. Je pense qu'il y avait comme dans la question aussi si j'utilisais quel genre de flash et ces trucs-là. Bon, quel type de flash que j'utilisais. Ben, moi, j'utilise surtout des flashs à batterie parce que ça me permet de travailler autant à l'extérieur qu'en studio. Et lorsqu'on a commencé à goûter aux flashs à batterie, qu'on n'a plus de fil qui traîne un peu partout, ben, c'est la beauté du système, mais c'est plus coûteux. Donc, des fois, c'est mieux de peut-être s'acheter des flashs moins coûteux à fil, puis d'en avoir plus qu'un, que juste un flash à batterie. Mais pour ceux qui me suivent, ils savent que le Godox AD300 Pro, ceux qui connaissent ça, ben, c'est mon petit flash là, préféré pour l'extérieur. Parce que c'est suffisamment fort pour compenser la lumière dure que le soleil donne. Puis en même temps, c'est tellement facile à travailler. C'est petit, je l'ai juste ici toujours aux côtés vous allez pouvoir le voir. C'est très petit. Et il y a l'autre avantage qu'on va avoir, c'est tout petit. C'est ça ici, c'est 300 watts quand même. Et l'avantage qu'on a, c'est que la batterie est petite aussi. Donc, ça me permet d'avoir une batterie supplémentaire parce que des fois, je peux aller shooter en plein milieu d'une forêt pour faire 2-3 km. Donc, le poids va quand même un peu comme avec Jérémy qui passe son temps en forêt. Donc, le poids pour lui est important aussi. Là. Ouais. Donc, c'est un petit peu la même chose de mon côté. Donc, si j'emmène des pieds de lumière, un paquet de choses, ben, c'est là que, comme moi, ce petit flash-là, et vous l'entendez, là, ça fait 4-5 fois qu'il tombe à terre, il est tout poqué, puis ça fonctionne encore. Donc, c'est résistant. Oui, c'est surprenant. Oui, hein, parce que on se le dit, ce pas les équipements les plus chers dans l'industrie. Ça compétitionne admirablement bien avec les produits Pro Photo dont tu parlais tantôt, qui ne sont pas du tout dans la même catégorie de prix. C'est assez important. Sarah, je crois que nous avons une autre question. Oui, chez Bertrand qui demande, Jean, si tu as un exemple de photo, juste un flash et un parapluie. Oui, absolument. Le contraire m'aurait étonné. C'est pas tout à fait un parapluie, ça sera une boîte à lumière avec seulement un diffuseur interne, mais vous allez pouvoir voir quand même, et ça, je l'ai sorti cette photo-là pour vous illustrer qu'on n'est pas obligé d'être installé là, en fou. J'ai fait cette photo-là. Bon, je fais affaire avec une maquilleuse qui avait fait une couronne. Bon, c'était en vue pour l'Halloween. Puis bon, on ne pouvait pas se déplacer parce que la coiffe était tellement
pesante, lourde, on ne pouvait pas. Donc, on a voulu faire ça en arrière chez elle, OK. en pleine ville. Donc, j'avais une headset, c'est tout. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça l'a donné. Voilà. Mais Seigneur. Vous voyez, j'ai tout simplement là, rentré la modèle dans le fond de la cour. En arrière de la modèle, j'avais la maquilleuse que j'avais donné une grenade fumigène. J'ai dit, tu vas promener ça en arrière. Et voilà. Donc, et j'ai seulement un flash et une boîte à lumière avec seulement le diffuseur interne, pas l'externe. Voilà que ça a donné. Donc, en plein milieu de nowhere. Puis, bon. Puis il est permis de penser qu'on aurait obtenu à peu près le même résultat avec un parapluie d'assez grande dimension. Absolument, oui, tu as raison, tout à fait, exactement. Vu la distance, oui, exactement. Parce qu'évidemment, un parapluie, c'est un peu moins dispendieux qu'une boîte à lumière. Voilà. Ça se manipule et se transporte aussi peut-être bien dépendant parce que Godox fait des boîtes à lumière qui sont aujourd'hui, qui s'ouvrent en 2 secondes. Tu as raison, c'est plus léger quand même que la boîte à lumière, puis plus petit. Oui. Vraiment, oui. Donc, la prochaine question que j'ai pour toi, c'est on se voit en atelier le 13 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc dans la série de 3 conférences. Tu vas être avec nous le 13 mai en après-midi à 13h30. Ça se fait à la bibliothèque Saint-Luc, donc ça va être un studio intérieur. Oui. À quoi on peut s'attendre par rapport à cette présentation-là que tu vas faire? Et ça va être un petit peu ça de démystifier justement qu'est-ce que ça nous prend pour débuter. Puis ensuite de ça, les modeleurs. Je vais parler des modeleurs, comme on disait tantôt, là, soit le parapluie, tout ça, on va pouvoir regarder ça. Les genres d'équipements qui peuvent être intéressants pour les gens. Parce qu'il y en a des fois qui peuvent dire, ben moi, je ne veux pas nécessairement investir dans un flash comme on a vu, mais les flashs Cobra peuvent faire l'affaire. Donc, est-ce qu'on peut travailler avec ça? Mais certainement qu'on peut travailler avec des flashs Cobra, même avec des grosses boîtes à lumière. Et souvent, on me dit, la même chose, ça prendrait un 1200 watts pour contrer la lumière de dehors. Non, il s'agit juste d'avoir le bon modeleur, c'est-à-dire, quand on connaît les réflecteurs, ces trucs-là, et comme je reviens tout le temps à la base, quel genre de lumière avec laquelle je vais travailler. Donc, c'est pour vous montrer ça. Et aussi montrer, parce qu'on est dans un ère numérique où que, malheureusement, et je vous le dis, c'est tout le monde qui fait de la photo. Si on se regarde soi-même, on fait toute la même affaire, on prend une couple de photos, on passe notre temps à regarder nos photos sur notre appareil, et là, qu'est-ce qui arrive? On parle le momentum avec notre modèle. Donc, souvent, c'est ça que je vais faire, c'est que je vais, regarder ma photo sur la première. Les avantages qu'on a maintenant des appareils sans miroir, c'est que je vois directement live dans mon viseur les photos. Donc, si j'en ai une qui accroche, là, à ce moment-là, je vais arrêter, puis je vais aller voir la modèle, je vais dire, hey, regarde, voir comment que ça va être pour démontrer, parce que je vais emmener ma modèle avec moi, puis on va vous démontrer comment que aussi la communication est importante, puis d'encourager la modèle à se dépasser elle-même, parce que souvent, ça a été la chose qui me revient souvent, c'est que je suis planté là, puis j'attends, le photographe, il regarde son appareil photo, puis je ne sais pas vers quoi qu'on s'en va. Donc, c'est pour démystifier ça un petit peu. Puis en parlant tantôt, quand on disait comment que Godox est venu à me rencontrer et tout ça, c'est que j'ai été le premier au monde à trouver comment fonctionner avec un pose-mètre et les flashs Godox, avant qu'on voit la venue des flashmètres Godox avec la radio intégrée. Puis c'était avec l'application pour les téléphones, puis je me suis posé la question, je dit, ça doit marcher sûrement avec un second module. J'ai acheté un second module et ça a fonctionné. Fait que même chez Godox, eux autres m'ont approché et me disaient, comment ça, tu as trouvé ça? Tu sais, puis même nous autres, on n'y avait pas pensé. Seconic, la même affaire. Fait que, donc, j'ai des échanges avec Seconic aussi. Puis ça va être aussi de démontrer les avantages d'un petit pose-mètre. On n'a pas besoin d'acheter le pose-mètre à 1000 $. Là. Il y a des petits pose-mètres, là, je vous le dis, quand on commence à jouer avec ça, là, on va drôlement progresser beaucoup plus rapidement. Puis moins de surprises, parce que souvent, on regarde sur notre moniteur, ça semble pas pire sur l'appareil photo. Mais j'arrive à mon écran ici qui a 27 pouces, là, ben, finalement, la zone qui a de l'air pas pire, elle est brûlée. Fait que, tandis que si j'ai un pose-mètre ou un flash-mètre, mais des fois, je vais régler ça directement. Ce n'est pas obligatoire,
Mais pour moi, qui viens de la vieille école, ça a tout le temps été l'outil primordial en portrait et des flashs. Ça accélère en quelque sorte le processus d'ajustement. Fait que c'est sûr que si tu le fais amateur dans ton sous-sol pour le fun, tu peux prendre tout le temps que tu veux. Mais si le moindrement, tu t'embarques dans un contrat où tu as un nombre X de personnes à photographier, puis ça change continuellement, je pense qu'un flashmètre, posemètre, ça peut devenir intéressant à condition, évidemment, de, comme tu dis, d'acheter le bon produit pour les produits avec lesquels tu vas travailler conjointement, évidemment. C'est ça. Puis, de toute façon, il y en a des alentours de 300 à cette heure de posemètre, un flashmètre. Là, donc, c'est quand même assez abordable quand même. Là. Hey, j'ai une question du public. Oui. Je me suis fait poser une question sur mon Messenger. Okay. C'est drôle que la personne n'a pas passé par le chat. C'est quoi ton objectif, ton objectif favori dans les objectifs que tu utilises? Puis là, je pense que la question est large, là, mais moi, je vais ajouter, mettons, tiens, on va dire dans 2 conditions, pour du portrait puis pour du lifestyle. Tiens. 24-120 mm f4. Ça, c'est pour dans les 2 conditions? Si demain matin, j'ai à partir avec un objectif, on me dit, Jean, tu t'en vas, cherche où, mais tu dois amener un objectif, le Nikon Z 24-120 mm f4, assurément. Tu pars avec ça. Je suis en bonne partie d'accord avec ton choix pour souvent, ici, je le montre souvent aux clients, là, encore aujourd'hui, une cliente qui est partie avec un 24-120, elle a rapporté un 24-70 f4. Puis ce qu'elle cherchait, en fait, c'était la polyvalence, d'avoir un petit peu plus de puissance de rapprochement. Son inquiétude, c'était de perdre de la qualité d'image, vu que le zoom est un petit peu plus étendu sur sur sa plage. Qu'est-ce que tu en penses? Allez voir ma vidéo, je l'ai comparé avec le 24-70 2.8 que j'avais aussi, que j'ai vendu parce que le 24-120 me convient très, très, très bien, même plus, parce qu'à l'époque, quand j'ai acheté le 24-70, le 24-120 n'existait pas. Sinon, j'aurais sauté sur le 120 parce que déjà à l'époque, avant, avec la monture F, j'avais le 24-120 que j'avais abandonné avec l'arrivée du D850 parce que, bon, là, il souffrait de son âge, il était moins bon sur le capteur du D850. Mais là, le 24-120, pour le peu de différence, et pour toujours, qu'est-ce qu'on fait là, selon mon utilisation? Oui. Quelqu'un qui ferait peut-être beaucoup de mariages, beaucoup de reportages, 24-70 2.8, le stop il est de 2.8, il peut être plus intéressant à ce moment-là. Ouais. Mais pour moi, là, vraiment, le 24-120, autant pour le portrait que le voyage, n'importe quoi, là, c'est vraiment mon objectif fétiche. Puis le second, naturellement, le 85 1.8. En ce moment, le 85 1.8, ouais, c'est Oui. ça. Je dis en ce moment parce que il viendra éventuellement un 85 1.2 peut-être dans la collection. Qu'on va tester. Qu'on va tester, c'est sûr. On attend qu'on puisse mettre la main sur une copie. Ce qui n'est pas si évident. Il n'y a pas à perdre non plus le 135 mm 1.8 qui s'en vient chez Nikon, qui est apparu sur la roadmap en novembre dernier. Donc ça non plus, ce n'est pas à négliger, mais connaissant Nikon, c'est sûr que ça va être des objectifs terribles. C'est drôle parce que tu parlais tantôt du 24-70 2.8. Puis ça, peu importe qu'on soit en Nikon, en Canon, en n'importe quelle marque, ça change rien, là. Mais tu parlais de l'importance de l'ouverture, dans le fond, 2.8. Là, je viens de couvrir 3 spectacles d'une tournée d'un artiste québécois. Puis c'est sûr que je me serais mal vu utiliser un objectif qui ferme, qui ouvre pas aussi grand que 2.8. J'ai travaillé presque toutes les images à 2.8. Puis j'avais pas un temps d'exposition, encore une fois, extraordinaire. Ça m'a bien servi, mais je te dirais que dans une condition de studio, le 2.8 n'est pas vraiment pertinent. Dans une condition de lumière extérieure, le 2.8 est absolument pas pertinent. Et même pour lorsque du portrait à l'extérieur,
pour le bokeh, bien, Ouais, juste à le tester entre le 20, exemple, je prends le 24 70 à 2,8, mais le 120 à f4. Vous allez voir que le bokeh est très, très proche l'un de l'autre. C'est sûr que oui, l'angle de vue va être différent parce qu'entre 120 et 70, mais pour le point de vue du rendu du bokeh arrière, on peut rester surpris. Sarah, on a une question? Non, elle dit non. Donc, personne n'a de questions, ça m'étonne parce qu'il y a plein de belles choses que tu nous racontes. Moi, c'est drôle, il y a 2000 questions qui me viennent en tête. Je vais juste vérifier mon côté parce que là, j'ai eu un paquet de... Non, j'ai pas eu d'autres questions. OK, c'est bon. Si tu avais... là, c'est une question purement personnelle. Je demande ça à Jean, je ne demande pas ça à n'importe qui, je demande ça à Jean Sinotte. Si tu avais à recommencer ton choix de matériel photo, est-ce que tu garderais ce que tu as actuellement ou tu repartirais avec autre chose? Non, je garderai ce que j'ai là actuellement. Oui. Et j'ai été... ça m'a pris du temps avant de m'en aller vers le sans miroir. J'ai vraiment attendu la nouvelle génération de Nikon parce que, bon, j'étais habitué à une certaine qualité que j'avais besoin avec la monture F. C'est arrivé les Z6 II et Z7 II, donc c'est là que ça m'a accroché. Et les objectifs, bon, vraiment, là, non. Je dirais que demain matin, on me donnerait, écoute, j'ai eu en prêt le Fuji GFX 100S. Que Fuji m'a envoyé, ils m'ont même offert en tout cas certains trucs. Puis, je reviens encore à mon Nikon. Oui, le capteur du Fuji est vraiment quelque chose à part lorsqu'on tombe dans des capteurs de format médium qu'on appelle, les plus gros capteurs que les pleins capteurs qu'on appelle en DSLR ou en monture Z. Mais non, vraiment, là, ça fait très bien le travail pour qu'est-ce que je fais. Puis, non. C'est drôle, Pas mal heureux. je me souviens de t'avoir parlé en privé, puis je t'avais dit, hey, depuis que tu fais des shots en Fuji, je trouvais que les couleurs étaient vraiment différentes de ce que tu avais, parce que probablement aussi, avec l'habitude, tu travailles déjà avec du matériel depuis plusieurs années. Fait que c'est question de couleur, tu es 100% ferré sur tes couleurs avec ton produit parce que tu le connais depuis si longtemps. Je trouvais que tes couleurs étaient vraiment différentes avec le Fuji. Pas nécessairement moins bon, mais vraiment, j'avais vu une grosse différence dans les couleurs. Oui, puis ça, je suis un peu comme un peu à l'envers de la vague, si on veut, parce que tout le monde aujourd'hui travaille avec Lightroom pratiquement. Moi, je suis vraiment pas un utilisateur de Lightroom, mais vraiment pas. À la place, je travaille beaucoup plus avec l'appareil photo, avec l'outil qu'on me donne. Donc, je vais tout de suite, au départ, aller mettre, selon ma vision du moment, bon, l'optimisation d'image. Bon, je vais travailler en standard, en neutre, et dans chaque catégorie, on peut aller mettre d'autres réglages, bon, moins de contraste, plus de contraste, bref. Et je vous le dis, là, le noir et blanc qu'on sort d'un appareil Nikon, lorsqu'on met, comme autrefois, des filtres jaunes, rouges ou peu importe qu'on peut mettre numériquement dans l'appareil, je récupère tout ça avec mon logiciel Nikon, alors que, bon, avec les autres logiciels, je suis obligé de repartir à zéro parce que j'obtiens une image brute ou une image simulée, jamais qu'est-ce que l'appareil va me donner. Donc, c'est pour ça que, exemple, avec le Fuji, ben, je n'avais pas ça, je n'avais pas le logiciel maison approprié pour aller avec. Donc, j'étais obligé de faire avec Camera Raw de Photoshop. Aujourd'hui, juste pour renchérir ce que tu viens de dire, premièrement, je travaille exactement de la même façon que toi, dans le sens où je fais mes réglages dans l'appareil, tous mes réglages de contraste, de couleur, mes dominantes. Si je veux mettre du magenta, par exemple, dans une photo, je le fais exactement comme toi. Ce qui est intéressant, c'est que dans Lightroom aujourd'hui, tu peux demander que Lightroom ouvre avec les ajustements et les corrections qui ont été faites dans le boîtier maintenant.
Fait que OK. c'est assez récent, toutefois. C'est pas comme l'ouvrir dans Studio NX, j'en conviens, mais c'est tellement proche, surtout pour le noir et blanc, là. C'est vraiment, vraiment proche. Oui, c'est ça. J'ai un de mes amis qui l'a testé, puis il a été quand même un peu déçu de ça, là. Donc, j'attends voir peut-être, mais encore là, il faudra qu'on puisse, il paraîtrait qu'on peut aussi ouvrir nos photos maintenant sans avoir importé de catalogue, parce que moi, les catalogues, on oublie ça. J'ai vu trop d'histoires d'horreur, les gens ont perdu le catalogue. Et l'autre beauté qu'on a quand on est habitué avec les logiciels Nikon, ou même chez Canon, le DPP qu'on va avoir, qui est le logiciel maison, c'est lorsque, moi je me souviens, quand le Z9 est arrivé, je voyais partout sur les médias sociaux le monde qui pleurait pratiquement parce qu'il n'était pas capable d'ouvrir le RAW. Et moi, du jour au lendemain, j'étais capable parce que j'utilisais le logiciel Nikon. Le Même logiciel, ouais. chose, ouais, même chose avec chez Canon, par exemple, on va utiliser le DPP. Et souvent, les gens qui découvrent ça prennent le temps. On peut sauver beaucoup de temps par la suite. On a une question de... Oui, j'ai quelqu'un qui veut savoir si c'est nécessaire de toujours être à la fine pointe de la technologie. Puis je suis certaine qu'il y en a d'autres qui se posent aussi cette question-là. Pas du tout. Pas du tout. Et la preuve, des fois, quand on parcourt les médias sociaux, bien, on va voir des gens qui vont faire des photos avec des vieux Nikon D700 ou encore des 5D Mark III, Mark II de Canon. Non, c'est vraiment une question de besoin. Moi, pourquoi que je me suis tourné vers le Z9? Bien, c'était vraiment, bon, je suis rendu à une étape dans ma vie, je me suis dit, bon, ça va être possiblement mon dernier appareil professionnel. Puis, bon, il y avait des trucs vraiment intéressants, l'absence d'avoir un obturateur, donc fini ce côté-là, et d'avoir le prédéclenchement, là, qui est vraiment bien un plus. Et ça, quand je l'ai testé la première fois, bien, on va le voir ici. Je pense que j'en ai, oui, ici. Je vais vous montrer ça. Moi, j'ajoute que, en attendant, j'ajoute que c'est de ta faute si j'ai un Z9. Donc, c'est des trucs, bon, les photos, comme la photo du haut qu'on voit là en vol, c'est une mésange. Je vous dis, ceux qui connaissent ça, là, une mésange, là, ça roule dans ta barouette. Fait que c'était l'affaire qui était vraiment le fun. On les voit, je l'entendais arriver, puis on pouvait prendre une photo, puis vraiment la prendre au bon moment. Donc, des trucs de même. Puis pour ce qui est du reste, ben, j'ai même fait à un moment donné une vidéo justement avec un D3000, c'était un 3500 de ma fille. Puis souvent, le monde n'a pas vu vraiment la différence, là. Donc, le truc, vraiment le truc, c'est apprendre à connaître notre appareil, qu'est-ce qu'on a dans... Et moi, là, ma philosophie de la photo, là, j'ai une phrase fétiche qui dit la caméra est au photographe ce que le pinceau est au peintre. Fait que si votre caméra, vous ne savez pas vous en servir, vous ne connaissez pas la manipulation de la caméra, ça va être comme le peintre, ben, vous ne serez pas capable d'arriver. Fait que donc, on est mieux d'avoir une bonne caméra qu'on est habitué avec et des bons objectifs. Puis je compare un petit peu la photo avec une chaîne stéréo. J'ai beau avoir, ceux qui ont connu les disques avec une aiguille, avoir bon, la meilleure aiguille possible. Si j'ai des boîtes de son au bout cheap, ben je vais avoir un son cheap qui va sortir. J'aime autant à la place avoir vraiment un bel ensemble équilibré que plutôt juste une bonne chose à la bonne place. Donc, non, des bonnes optiques, puis un bon boîtier. Et peu importe la marque, hein, souvent on se tire la pipe, ceux qui ont d'autres marques, là, mais non, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez en faire. Jean, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Parce on est sur le point de se quitter. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on a commencé ça. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions, des choses qu'ils aimeraient adresser à Jean pour que Jean puisse avoir l'occasion de répondre? Puis peut-être juste vous dire de toujours être prêt, des fois,
je vous montre juste une dernière photo ici. La grenouille, où je suis assis présentement, j'ai une fenêtre du sol. La grenouille m'est arrivée direct dans la fenêtre du sol. Donc, vite, on sort l'appareil photo, puis on est capable de faire des trucs vraiment le fun. Donc, c'est de profiter de chaque moment de qu'est-ce que peut nous apporter la vie. Et c'est de venir, d'essayer de raconter, de figer ça sur notre capteur, puis d'en faire, ça fait plaisir. Ben, c'est une super belle conclusion. Jean, je te remercie pour ton temps, comme d'habitude, toujours aussi généreux, aussi, je dirais, aussi bon vulgarisateur. C'est une grande qualité que moi, je te reconnais. C'est facile, tu expliques les choses, on comprend du premier coup. Puis c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. On se voit évidemment le 13 mai. Oui. À Saint-Jean, à la bibliothèque Saint-Luc à 13h30. Pour les gens qui ne sont pas encore inscrits à cet atelier-là, il reste toujours de la place et puis c'est 24,99 pour passer 2 heures avec Jean. Je dis 2 heures, puis je sais déjà que ça va déborder, connaissant Jean. Fait que ça, puis moi, je vais servir d'assistant à Jean. Je ne manquerai pas cette occasion-là, c'est certain. Puis en attendant, on a aussi la conférence de Jérémy Leblond-Fontaine demain soir à la Bibliothèque Saint-Luc aussi. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire en allant sur le site de leur photo ou en nous appelant tout simplement. Jean, merci beaucoup pour ton temps. Puis on se voit bientôt. C'est moi qui vous remercie. Puis écoutez, continuez à pratiquer, puis en faire de la photo. Puis c'est avec nos échecs aussi qu'on s'améliore. Effectivement. Merci beaucoup. Salut tout le monde, bonne soirée. Hey. Merci de votre présence. Bye. Merci.